Deux jumelles de 6 ans se tenaient devant une église abandonnée, vendue par leur beau-père comme si elles n'étaient que des bricoles. Personne n'intervenait. Personne ne posait de questions. Le vent froid du début de l'hiver s'insinuait à travers les fissures des murs en ruine, faisant gémir la vieille église d'un son las et douloureux, tel le soupir d'une âme depuis longtemps oubliée. C'était un lieu où l'espoir semblait avoir été englouti par les années. Hazel resta immobile, ses pieds nus virant au violet sous le froid mordant qui frappait le sol en pierre tachée de mousse. Sa main serrait fermement celle de sa sœur reine non pas par peur, mais parce que lâcher prise risquait de signifier la perte du dernier réconfort qui lui restait. Caleb, leur beau-père, n'eut jamais besoin de crier. Une poussée nonchalante et un regard inerte suffirent à les repousser. Comme on jette des objets invendables, il jeta un billet froissé sur la chair en bois poussiéreux avant de se retourner et de s'éloigner d'un air définitif, concluant ce qu'il considérait comme une transaction bon marché. Les portes de l'église claquèrent derrière lui, et le froid s'insinua si violemment qu'il lui sembla un jugement. Le silence devint leur sentence. Personne ne s'avança pour poser des questions ou intervenir. Dans la salle principale en ruine, quelques silhouettes sombres étaient assises silencieusement au fond. Un homme vêtu comme un pasteur avait les yeux fermés, semblant plongé dans une profonde prière. Une femme âgée inclinait la tête, les lèvres scellées en silence. Aucun d'eux ne s'opposa ni ne tenta d'aider. Ils laissèrent simplement les enfants derrière eux comme si cela faisait partie du rituel, comme si rien dans cet instant ne justifiait interruption ou pitié. Reine, âgée de seulement 7 ans et d'un nouvel an lunaire plus jeune qu'Hazel, frissonna de froid. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se mordit la lèvre et murmura doucement, « Hazel, est-ce qu'il vient de nous vendre ?» Hazel ne répondit pas, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce que dire la vérité à voix haute la rendrait réelle, comme des chaînes enfermant leur vie à jamais. Ensemble, ils s'assirent dans un coin sombre. Hazel retira sa seule chaussette, pleine de trous, et la glissa délicatement sur le pied rouge et gonflé de Reine. Les blessures n'avaient jamais guéri, rappel cruel des leçons infligées par Caleb pour son indifférence. Leur mère avait pleuré une fois, mais les larmes n'avaient jamais calmé la douleur. Reine posa la tête sur l'épaule d'Hazel, sa voix à peine plus qu'un murmure, douce comme la pluie. « Tu crois que quelqu'un viendra nous chercher ?» Hazel garda le silence. Elle n'avait plus le courage de mentir. Le temps s'écoula dans l'église froide et silencieuse. Le vent sifflait à travers les fissures, rappel obsédant que personne n'arrivait. Puis, un bruit lointain, le ronronnement discret d'un moteur de voiture dehors. Pas de klaxon, pas de cri, juste le doux bruit qui se rapprochait puis s'estompait lorsque le moteur s'arrêta. Le silence revint, rompu seulement par le grincement de la porte de l'église. Un homme entra. Il portait un long manteau couvert de poussière, grand et mince. Son visage était las, mais ses yeux exprimaient une douceur, une étincelle qui ne s'était pas encore éteinte. Ses cheveux étaient striés de gris, comme s'il avait traversé de nombreuses vies. Hazel et Reine le fixaient avec méfiance, des hommes arrivant à l'improviste n'avaient jamais apporté de bonnes nouvelles auparavant. Mais il ne se précipita pas et n'exigea pas de réponse. Il avança prudemment, comme s'il savait comment entrer sans effrayer, s'arrêtant à quelques pas sans un mot. L'homme ne dit rien, se contentant de les regarder d'un regard qui ne portait ni jugement ni pitié. C'était presque comme si, il y a longtemps, ils s'étaient assis exactement là où ils étaient, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Reine fut le premier à rompre le silence. « Monsieur, êtes-vous perdu ?» L'homme inclina légèrement la tête. Sa voix était grave et lente. « Peut-être. Mais si c'est le cas, ce n'est pas le pire endroit pour s'arrêter. » Hazel s'avança devant sa sœur d'une voix ferme. « Tu as quelque chose ? Des bonbons ? De la corde ?» L'homme secoua calmement la tête. « Non, dit-il doucement, juste une voiture, quelques couvertures et un endroit où personne ne te crie dans les oreilles. » Il se laissa lentement tomber sur le sol froid, veillant à ne pas envahir leur espace, comprenant que personne ne fait confiance à un étranger qui se tient trop loin de soi. De la poche de son manteau, il sortit un sandwich complet, une petite bouteille d'eau et un paquet de lingettes chaudes jetables, celles que l'on utilise pour les enfants en hiver. Il ne se précipita pas pour les lui donner. Il attendit un instant, comme pour demander la permission du regard. Puis, délicatement, il déposa chaque article par terre. Reine fixa le sandwich sans y toucher. « Si on vient avec toi, est-ce que quelqu'un nous attendra ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit l'homme en inspirant profondément. « Mais personne ne te frappera non plus. » De sa veste,
Il sortit un petit porte-clés en forme d'ours en peluche usé pas neuf, mais propre. Il le posa à côté des lingettes et murmura, comme pour lui confier un secret, « Mon fils tenait ça quand il avait peur des orages. » Hazel murmura, répétant une vérité amère comme une vieille malédiction, « On n'est pas habitué aux gens qui ne frappent pas. » L'homme ne protesta pas et ne la rassura pas en 2 mots. Au lieu de cela, il ouvrit la portière arrière de la voiture, laissant entrer la pâle lumière de l'après-midi pas chaude, mais suffisante pour voir qu'à l'extérieur, le vent soufflait sans discontinuer. « Les voitures sont déverrouillées, » dit-il doucement, sans insister. « Si tu veux, tu peux t'asseoir à l'intérieur. Il y a des couvertures et la radio. Elle joue de la musique classique. » Ren regarda Hazel et lui serra la main. Sans même demander son avis, ce fut elle qui l'a remis debout pour la première fois. Hazel jeta un coup d'œil à sa sœur, puis à l'homme. Ses yeux étaient comme le vent balayant un champ désolé au solitaire, mais jamais abandonnant. Ensemble, les 2 filles sortirent de la vieille église, n'emportant rien d'autre que l'une avec l'autre. La porte se referma derrière elles. Ni promesse, ni au revoir. Mais devant elle, il y avait un homme prêt à rester assez longtemps pour que la confiance s'installe. Elias Marchand, un millionnaire veuf, avait autrefois vécu dans une demeure peuplée de roseraies et peuplée de pianos. Mais sa femme et son enfant sont morts dans un accident auquel il a survécu. Les souvenirs sont restés. Depuis, il avait abandonné son monde scintillant, errant comme s'il cherchait à se racheter à chaque kilomètre. Ce n'était pas un héros. Il ne sauvait personne. Mais il comprenait une vérité simple, lorsqu'un enfant grelotte de froid, la première chose à faire est de s'asseoir à ses côtés et de laisser sa présence lui redonner la chaleur que la vie lui a enlevée. La voiture roula lentement sur le chemin de gravier, laissant derrière elle l'église abandonnée où les lumières tamisées s'éteignant, le vent soufflant dans le bois pourri. Hazel était assise près de la fenêtre, la colonne vertébrale raide comme une planche. À côté d'elle, Ren s'appuyait sur son épaule, les yeux à peine ouverts pas endormis, mais attentifs au moindre mouvement, comme si le monde risquait de s'écrouler au moindre murmure. Elias ne jeta pas un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il savait qu'il venait de quitter un endroit pire que l'enfer car personne n'osait admettre son existence. La maison de banlieue apparut sous l'ombre des vieux arbres. Son toit en pente et ses encadrements de fenêtres vieillissants, tel un pin solitaire en sentinelle, lui conféraient une présence calme et solennelle. Pas de clôture, pas de lumière accueillante, juste un silence épais comme la poussière qui n'avait pas été dérangée depuis des années. Lorsque la voiture s'arrêta, Hazel ouvrit la porte d'entrée sans hésiter. Elle n'avait pas besoin d'aide, mais une fois dehors, elle se retourna et tendit la main à Ren, qui la prit sans un mot. La démarche boiteuse d'Hazel ne perturba pas Ren, il marchait ainsi depuis des années. Elias ne tendit pas la main pour les guider. Il ouvrit simplement la porte de la maison et s'écarta, laissant les filles avancer à leur rythme. À l'intérieur, rien de remarquable, un vieux parquet, une légère odeur de cannelle séchée et la douce lueur d'une lampe. Elias parla doucement, sans imposer de commandement, mais offrant un choix, choisissez où vous voulez dormir. Le regard de Ren scruta la pièce, puis croisa celui d'Hazel. Aucune permission ne lui fut demandée ni accordée. Hazel s'approcha du tapis près de la cheminée et y posa la main, non pas pour vérifier sa propreté, mais pour sentir qu'il était en sécurité. Ren comprit aussitôt. Dans ce moment de silence, la sécurité n'était pas une promesse verbale, mais un sentiment retrouvé en silence. Elle laissa tomber son sac à dos usé à côté. Un pas résonna dans le couloir. Miles apparut, une canne en bois à la main, marchant d'un pas assuré et patient. « Salut, dit-il. Je m'appelle Miles. Je ne vois rien. Mais tu n'es pas obligé de te taire. » Ren se figea. Elle resserra sa prise sur la main d'Hazel. « Je ne sais pas quoi dire, » marmonna Ren. Miles huma l'air. « Tu as marché dans la boue, n'est-ce pas ?» Ren hocha la tête, puis se souvint qu'il ne voyait rien. « Oui. Pas besoin d'avouer. La boue me l'a dit. » Hazel se rapprocha légèrement, le regard las, mais au lieu de se crisper, elle lâcha le poignet de Ren. Un geste modeste, mais réel. Après le dîner aux soupes chaudes et toasts croustillants, Elias conduisit les filles à l'étage. La pièce avait une fenêtre donnant sur la colline, le clair de lune se déversant doucement sur le mur. Pas de tableau, pas de poupée, juste 2 couvertures soigneusement pliées et une petite lampe sur la table. « Bonne nuit, » dit-il en refermant doucement la porte. Aucun verrou ne claqua derrière lui. Ren se blottit contre Hazel.
Si personne ne nous réveille pour faire la vaisselle ce soir, peut-être que cet endroit n'est pas si mal. Hazel ne répondit pas, mais tira la couverture sur elle deux, serrant fort la main de sa sœur. Ce soir-là, Alia sortit sur le porche et passa un coup de fil. Une voix d'homme répondit profonde, prolongée, douce comme du miel mêlé à de la poussière. Et la marchand, voici Ri. Ray Duval. J'ai entendu dire que vous hébergez deux petites filles. Elias serra le téléphone. Que veux-tu, Ri? Allons, allons, pas la peine d'être si tendu. Je pensais juste pouvoir aider. Il y a des familles prêtes à les accueillir. Des gens bien, stricts mais gentils. Les enfants comme ça ont besoin d'encadrement, Elias. La discipline, quelque chose qu'ils n'ont probablement jamais eu. La voix d'Elias devint froide. Je ne les ai pas achetés, Ri. Et je ne les confierai pas à quelqu'un qui les traite comme une propriété. La voix de Ray se fit plus lente, plus douce, mais plus grossière. Je comprends. Tu es compatissant. Mais la compassion ne les empêchera pas de se dégrader. Quand ils commenceront à se comporter mal, tu verras. Crois-moi. Elias raccrocha sans hésiter. En haut des escaliers, Hazel resta immobile. Elle ne comprenait pas tout, mais la voix de cet homme lui semblait familière. Sa façon de parler des enfants, comme s'ils étaient des animaux de compagnie, comme si elle et Ren étaient faciles à manipuler. Sa poitrine se serra. Sa main scruta le mur, cherchant une issue dans l'obscurité. Elle le savait déjà trop bien. Le lendemain matin, on frappa doucement à la porte. Elias posa la cafetière et l'ouvrit. Le père Thorne se tenait là, son chapeau usé baissé, tenant un sachet chaud de viennoiserie aux pommes. Les filles? D'accord, demanda-t-il d'une voix rauque mais chaleureuse. Elias hocha la tête et l'invita à entrer. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la lumière filtrant à travers la vitre dépolie. Le pape François est décédé, dit doucement le père Thorne, l'air solennel. Elias inclina légèrement la tête. Il avait dit un jour, Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit ceux qui sont prêts à écouter. Le prêtre marqua une pause, puis jeta un coup d'œil autour de la maison. Et je crois que cette maison écoute. Au coin de l'escalier, Hazel se tenait là, sans se cacher, sans interrompre, comme si ses mots étaient plus importants à retenir que ce qu'elle avait à manger au petit déjeuner. Plus tard, Miles invita Ren à jouer aux échecs la version à l'aveugle. Chaque pièce était marquée de textures uniques, chaque coup annoncé à voix haute. Un 3 contre 5, dit Ren en testant. Miles hocha la tête. Bon coup. Hazel s'assit à côté. Elle ne participa pas. Elle ajusta les chaussettes de Ren d'un geste prudent. Personne ne le lui demanda. Personne ne la pressa. Mais lorsque Ren ricana après avoir été mis en échec et mat, les lèvres d'Hazel se courbèrent légèrement en pas vraiment un sourire. Peut-être pas de la joie, mais le premier souffle de soulagement depuis des jours. Et juste comme ça, du silence de cette première pièce, d'autres portes commencèrent à s'ouvrir pas de grandes, juste de minuscules fentes laissant passer la lumière. Un instant de confiance, un instant d'écoute, puis une nouvelle façon de se voir. Alors que les premières lueurs du matin s'accrochaient aux avant-toits froids, Elias savait déjà qu'aujourd'hui ne serait pas une journée ordinaire. Il conduisit Hazel et Ren à la clinique locale. La voiture roula doucement sur la route secondaire brumeuse, bordée de rangées de vieux arbres immobiles comme des statues. Personne ne parla. À chaque tournant, Hazel serrait plus fort la poignée de la porte, comme si son corps se souvenait encore de ce que son esprit essayait d'oublier. Ren était assis près d'elle, les yeux rivés sur la fenêtre, même si ses pensées étaient lointaines. La clinique était petite, la peinture s'écaillait par larges plaques. Elias se gara, sortit le premier et ouvrit la porte aux filles. Sans précipitation, sans encouragement creux. Ren sortit la première, puis se tourna pour aider sa sœur. Hazel boitait légèrement, silencieuse, mais les yeux de Ren restaient fixés sur la tuméfaction de sa cheville. Chaque pas leur rappelait ce qu'elles avaient déjà enduré. L'infirmière Samira Patel, une quinquagénaire au visage bienveillant, les accueillit avec un sourire tendre. Elle ne prononça rien de cliché. Elle regarda simplement chaque fille dans les yeux, comme pour lui demander silencieusement « Êtes-vous vraiment là ?» Pendant qu'Hazel était examinée, Samira toucha doucement les bleus autour de son genou. Hazel ne broncha pas, mais lorsque Samira appuya légèrement sur sa cheville, Hazel recula et agrippa le bord de la table. « Avez-vous déjà soigné ce genre de blessure ?» demanda Samira.
Hazel hocha la tête sans rien dire. Samira marqua une pause, le regard adouci par un chagrin discret. Vous l'avez fait vous-même, n'est-ce pas? Hazel acquiesça de nouveau, le dos droit, comme si elle admettait que ce n'était pas par chagrin, mais par devoir. Samira resta immobile un instant, puis posa doucement la main sur les cheveux d'Hazel. Tu as bien fait, mais tu n'es plus seule. Hazel leva les yeux une seconde, puis serra le poing. Personne. Elle n'avait besoin de personne. Mais une image lui revint à l'esprit, telle une lame du passé, sa petite main enveloppant d'un bandage le dos meurtri de sa sœur. Cette nuit-là, Caleb n'avait pas jeté le verre sur qui que ce soit, juste en l'air. Mais le bleu atterrit sur Ren. Samira n'en demanda pas plus. Elle posa doucement sa main sur l'épaule d'Hazel, suffisamment doucement pour ne pas la surprendre. Dans la salle d'attente, Elias était assis parmi des chaises en plastique éraflées. Ren, assis à côté de lui, jouait tranquillement avec un fil qui dépassait de sa chemise. Au bout de quelques minutes, elle murmura, « Si on n'est pas sage, est-ce qu'ils vont nous renvoyer ?» Elias soutint son regard d'une voix basse et ferme. « Je ne t'ai pas acheté. Je t'ai accueilli. » Juste 5 mots. Mais les épaules de Ren se détendirent non pas parce qu'elle y croyait tout de suite, mais parce qu'elle voulait y croire. Un espoir fragile, mais assez fort pour la maintenir assise là. Sur le chemin du retour, Elias s'arrêta dans une petite librairie au coin de la rue. Dans la voiture, Hazel regarda par la vitre embuée tandis que Ren comptait les lampadaires sur le trottoir, un jeu silencieux pour faciliter le passage du temps. Elias revint avec un sac en papier. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir marron foncé et un stylo à encre en relief. « C'est pour moi » demanda Ren. « C'est pour ceux qui ont besoin d'écrire ce qu'ils ne peuvent pas dire. » Cet après-midi-là, Miles trouva Ren assise en tailleur sur le porche. Elle ouvrit le carnet et posa le stylo sur la première page. Son écriture tremblait, mais elle était claire. « Tous ceux qui t'accueillent ne te gardent pas. Tous ceux qui te gardent ne prononcent pas ton nom. Mais celui qui prononce ton nom correctement mérite peut-être qu'on reste. » Miles toucha le bord du carnet et sourit. C'est un beau nom. À l'intérieur, Hazel discutait avec Samira, revenue pour l'aider à soigner sa cheville. Alors que Samira s'apprêtait à partir, Hazel l'arrêta et tira doucement sur sa manche. « Si quelqu'un a mal ici, dit-elle en posant la main sur sa poitrine, appuyez juste à côté Ed, comme quand je serre ma sœur dans mes bras. » Samira s'immobilisa, puis sourit doucement. « Tu penses comme une vraie infirmière. » Ce soir-là, tandis qu'Elias faisait le ménage dans la cuisine, sœur Agnès frappa à la porte. La vieille dame portait une écharpe en tricot gris anthracite et un panier de pâtisserie chaude et parfumée à la cannelle. En entrant, son regard aperçut un bocal en plastique sur la table. À l'intérieur se trouvaient quelques fleurs sauvages disposées de manière inégale par Ren. Pas besoin d'être jolie. Il faut juste que quelqu'un le remarque. Elle s'assit à côté de Ren, qui cacha rapidement le carnet derrière son dos. Agnès ne posa aucune question. Elle se parlait presque à elle-même. Le pape François a dit un jour, un enfant n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Il a juste besoin que quelqu'un l'appelle par son nom. Ren leva les yeux, clignant rapidement des yeux. Puis elle se tourna vers Hazel et, pour la première fois, dit clairement, « Je suis Ren, la petite sœur d'Hazel, et je suis là. » Aucun applaudissement ne suivit. Mais de l'intérieur de la maison, Elias observait la scène en silence, hochant la tête une fois. Ce soir-là, Hazel aida Miles à faire la vaisselle. Elle se tenait près de l'évier, petite mais toujours aussi petite. « Si, je veux apprendre de nouvelles choses, est-ce que monsieur Elias m'y obligera ?» Miles pencha la tête. « Tiens, il suffit de vouloir. » Une semaine plus tard, Hazel pensa soigneusement une petite coupure à la main de Miles. Quand Samira revint, elle s'arrêta sur le seuil, observant Hazel appliquer du sparadrap avec une précision silencieuse. « Tu sais comment maintenir une main blessée stable. »« Parfaitement. »« Qui t'a appris ça ?» répondit Hazel. « J'ai observé et je me suis souvenu. Parce que si je ne me souviens pas, je ne peux aider personne. » Samira posa une main sur son épaule. « Parfois, ceux qui ont des cicatrices sont les meilleurs pour guérir les autres. » La maison était toujours silencieuse, mais ce silence empreint d'attente ou de peur n'était plus le même. C'était un silence rythmé, comme le grattement d'un stylo sur du papier rugueux, comme des pieds nus sur un parquet, comme des regards qui se croisent sans avoir besoin de parler. Ce que personne ne leur avait appris, Hazel et Ren l'apprenaient par eux-mêmes.
pas à pas, mot à mot, avec des gens qui n'ont jamais exigé la perfection. Et ainsi, la vie a commencé à prendre forme non seulement pour survivre, mais pour vivre enfin. Un matin comme les autres, alors qu'Elias rangeait le jardin, le klaxon d'un petit camion retentit au loin. Il leva les yeux juste à temps pour voir Monsieur Bingham descendre. Un vieux plombier en qui Elias avait confiance depuis des années, mais qu'il n'avait pas revu depuis un moment. Votre toit gémit comme un vieil homme édenté, gloussa Bingham. Je l'ai entendu à 2 pâtés de maison. Derrière le rideau, Hazel aperçut un homme grand et mince, une vieille trousse à outils en bandoulière, qui marchait lentement, comme s'il vérifiait chaque brique sous ses pieds. Il portait une vieille casquette de baseball. Ses mouvements n'étaient pas précipités, chacun semblait destiné à écouter, à sentir quelque chose bouger à l'intérieur des murs. Elias se tenait à la porte, toujours ses gants de jardinage à la main, observant son vieil ami. Un profond sentiment de gratitude l'envahit, quelque chose comme quelqu'un qui revenait, non par obligation ou par ostentation, mais parce que le toit avait encore besoin d'être chauffé. Elias avait toujours cru que le hasard n'existait pas, que la vie rassemblait délicatement les pièces. Et ce matin-là, Bingham était l'une de ces pièces. Hazel sortit et s'assit sur les marches. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Monsieur Bingham ne remarquait pas son regard. Il continuait à travailler, collant parfois son oreille contre un tuyau de cuivre, comme s'il écoutait des murmures derrière le mur. Les fuites commencent toujours par de petites choses, dit-il sans se retourner, comme la tristesse. Si on n'y prête pas attention, le temps qu'on s'en aperçoive, c'est déjà l'inondation. Hazel ne répondit pas, mais se rapprocha, s'asseyant juste en bas des escaliers, les doigts caressant le coin de sa chemise. Ren et Miles jouaient au bout du couloir, mais Hazel resta silencieuse, apprenant à écouter. « Tu veux essayer ?» Monsieur Bingham lui tendit un petit morceau de tuyau métallique. « Mets ton oreille ici, comme un médecin qui écoute les battements de cœur, sauf que c'est celui de la maison. » Hazel le suivit. À travers le métal froid, elle entendit un léger écoulement infime, presque inexistant à moins de le chercher. Mais cela la surprit, non pas parce que c'était bruyant, mais parce que c'était familier. C'était le bruit du robinet de leur ancienne salle de bain, où elle rinçait les linges et bandait les bleus de Ren après les colères de Caleb. Quand Samira lui avait dit un jour, « Tu es doué pour soigner les blessures », Hazel avait serré les poings. Elle recommença, non pas par peur, mais par des souvenirs qui persistaient. Monsieur Bingham l'observa un long moment, puis dit doucement, « Tu as l'oreille fine, ma fille. » Un peu plus tard, Elias sortit avec une tasse de thé pour Bingham, mais s'arrêta en voyant le regard d'Hazel se poser sur la clôture. Madame Kendra, la voisine, se tenait juste là. Alors, même Monsieur Elias joue les héros maintenant. Quelle performance, s'exclama-t-elle d'une voix rauque comme du fil de fer rouillé. Ren se plaça instinctivement derrière Hazel, mais Hazel ne se cacha pas. Elle resta immobile, le regard fixé par-dessus la clôture. Elle ne dit pas un mot, mais quelque chose dans ce regard fit hésiter Madame Kendra une seconde, avant de faire demi-tour et de rentrer chez elle. Monsieur Bingham avait tout vu. Il ne dit rien, mais en passant devant Hazel, il posa doucement une main sur son épaule ou un léger signe de tête. L'après-midi, Hazel était toujours près du tuyau qui fuyait, assise à côté de Bingham. Il lui apprit à écouter non seulement avec les oreilles, mais aussi en silence. Certaines choses ne se disent pas à voix haute. Mais avec suffisamment de patience, elles viendront à vous de toute façon. Cette nuit-là, Hazel ne s'endormit pas tout de suite. Elle prit le carnet et le stylo de Ren et écrivit, pas un poème, mais un dessin, une maison avec de longs tuyaux propres, sans fuite. En dessous, elle écrivit, ceux qui écoutent peuvent réparer. Puis, pour la première fois, Hazel frappa doucement à la porte d'Elias avant de se coucher. Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement le dessin, puis se retourna et s'éloigna. Elias prit le papier et le lut. Sa main tremblait légèrement, non pas à cause de l'écriture irrégulière, mais à cause de ce qu'elle réveillait en lui, les souvenirs des années passées à essayer de s'écouter, mais trop tard pour s'accrocher à son premier fils. Il rangea le dessin dans le tiroir, à côté de vieilles photos de Miles, l'intégrant ainsi, à sa manière discrète, à la maison. Puis il expira pour la première fois de la journée une inspiration profonde, sincère, sans retenue. Dans le couloir, Ren était assise en tailleur sur le tapis, dos au mur, pliant soigneusement une grue en papier. La première était de travers. Au troisième, ses plis étaient nets. « Si j'en plie 1000, murmura-t-elle, crois-tu qu'Hazel pourra rêver ?» Personne ne répondit.
Mais dans la pièce voisine, Hazel se retourna, remonta la couverture et le sommeil lui fut plus facile que les nuits précédentes. Car ce jour-là, à partir d'un son aussi faible que l'eau qui goutte, elle avait appris à écouter non pas avec ses oreilles, mais avec sa présence. Et pour la première fois, elle comprit qu'une maison n'a pas besoin d'être neuve, juste assez réelle pour ne pas s'effondrer lorsque quelqu'un s'y appuie enfin. La matinée commença sous une lumière pâle pénétrant par la fenêtre de la cuisine et le doux carillon d'une horloge dans la pièce voisine. Elias boutonnait une chemise impeccable et ajustait soigneusement sa vieille cravate devant le miroir. En bas, Hazel aidait Reine à attacher ses cheveux. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses mains parcouraient les boucles de Reine avec une douceur irrésistible. Reine portait une robe bleu pâle que Miles avait choisie la semaine précédente. « Tu ressembles au ciel avant l'orage », avait-il dit. Depuis le miroir du couloir, Elias observait les deux filles. Chaque matin était devenu pour lui une leçon de paternité non pas de devoir, mais de tendresse. « Prête ?» demanda-t-il. Pas de précipitation, pas de pression. « Tu veux apporter du lait ?» demanda-t-il à Hazel. Elle secoua la tête. Il lui tapota doucement l'épaule, puis se tourna vers Reine. « N'oublie pas ton carnet. C'est important aujourd'hui. » La voiture s'arrêta devant l'école élémentaire Riverbridge. Dans le bureau principal, Elias était assis en face de la directrice Nora Blight, dont le regard était aussi perçant qu'un bureau poli. Elle parcourut le dossier et le posa. « Monsieur Elias, j'apprécie vos bonnes intentions, mais nous ne pouvons accepter un élève avec un passé instable. Ce n'est pas un endroit pour faire preuve de compassion. » Reine était assise dehors, dans le couloir, les jambes ballantes. Elle entendait tout. Chaque mot lui tombait dans la poitrine comme des pierres dans l'eau froide. Trop instable. Pas à sa taille. Elle serra plus fort les bretelles de son sac à dos. Clarabelle Dorse, l'institutrice de CP, passa et s'arrêta. Elle regarda Reine petit, mince, les cheveux en bataille, les yeux trop secs pour pleurer, sans peur, attendant juste qu'on le repousse à nouveau. Clarabelle entra dans le bureau au moment même où Elias en sortait. « Est-ce que la fille est déjà allée à l'école ?» demanda-t-elle doucement. « Pas officiellement » répondit Nora. « Mais elle semble très alerte. » Un mélange de réaction et de silence, remarqua Clarabelle avec un léger sourire. C'est le langage d'un enfant qui a appris à survivre. Cet après-midi-là, Reine ne dit rien sur le chemin du retour. Mais ce soir-là, elle s'assit tranquillement à côté de Miles et écrivit dans le carnet qu'il lui avait donné « Si quelqu'un m'écoute, mes paroles auront leur place. Si quelqu'un me croit, je n'aurai pas besoin de crier. » Ce soir-là, Elias se tenait seul sur le porche. Il sortit son portefeuille et effleura une vieille photo de son fils aîné, Eden, décédé à 8 ans de complications liées à l'asthme. Après avoir manqué un rendez-vous de suivi pour une réunion qu'il jugeait plus importante, Elias ne se l'était jamais pardonné. Chaque fois qu'il entendait un enfant halter, il entendait encore Eden crier sous la pluie. Eden avait un jour griffonné sur un post-it « Je n'ai pas peur de la douleur. J'ai peur d'être oublié. » Elias gardait ce post-it dans son portefeuille depuis des années. Et maintenant, à côté, se trouvait un message plus récent, écrit de la main de Reine. « Je n'ai besoin de personne pour s'excuser du passé. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ne nuise pas au présent. » Le lendemain matin, Clarabelle laissa Reine s'asseoir au fond de sa classe. Pas d'appel, pas de préavis au directeur, juste un simple « Asseyez-vous. J'ai besoin d'un autre auditeur pour l'heure du compte. » Reine rédigea sa première dissertation « Pourquoi les enfants méritent d'être entendus ?» Clarabelle l'a envoyé au journal de l'école. 3 jours plus tard, il était imprimé et lu par tous. Les parents ont commencé à s'exprimer, non pas par peur cette fois, mais par émotion. L'un d'eux a publié l'essai sur la page communautaire locale avec la légende suivante, les mots d'un enfant de 6 ans qui m'ont fait honte du silence des adultes. Une station de radio locale a invité Clarabelle à s'exprimer. Dans son interview, elle a évoqué les enfants trop étiquetés par le système. Les enfants n'ont pas besoin d'être secourus, ils ont besoin d'être entendus en tant que membres de la communauté. La semaine suivante, sous la pression croissante de l'opinion publique, la directrice Nora signa une dérogation spéciale autorisant Reine à s'inscrire. Lors de la cérémonie suivante, Clarabelle lut à voix haute un extrait de la dissertation de Reine. On n'a pas besoin d'être bon pour être entendu. On n'a pas besoin d'être parfait pour rester. On a juste besoin d'une porte qui ne soit pas verrouillée. Après l'assemblée, une copie imprimée de l'essai a été affichée sur le tableau d'affichage,
accompagné d'une citation du pape François, « Les enfants ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des cadeaux à accueillir. » Reine ne comprenait pas toute la gravité de ce qui s'était passé. Mais elle remarqua quelque chose ce matin-là, quelqu'un lui sourit dans la cour de récréation. Clarabelle dit, « Tu peux continuer à écrire si tu veux. » Reine a demandé, « Penses-tu que je mérite d'être ici ?» Clarabelle s'agenouilla pour que leur regard soit au même niveau. « Je n'ai pas besoin de réfléchir. Tu es déjà là. » Hazel attendait dans le couloir. Quand Reine sortit, Hazel demanda doucement, « Ça a été bien. » Reine hocha la tête, puis murmura, « Personne ne m'a traité de fardeau la première fois. » Hazel ne souriait pas, mais elle tenait la main de sa sœur tout le long du chemin du retour. Quand Elias apprit la nouvelle, il prit un exemplaire imprimé de l'essai de Reine, le plia en 4 et le glissa dans son portefeuille, juste à côté de la dernière lettre que sa femme lui avait écrite. Il caressa doucement la page, comme s'il s'agissait d'une autre lettre non pas du passé, mais d'un avenir encore en construction. Car parfois, une seule ligne d'un enfant suffit à combler le vide laissé par quelqu'un. Cet après-midi-là, Hazel était assise sous le toit du porche, lisant lentement la dissertation de Reine à voix haute. Elle ne dit rien après, mais ses yeux ne semblaient plus étirés comme des fils de fer. Elias était assis à côté d'elle, silencieux. Il ne l'interrompit pas. Il déposa simplement un verre de lait et un crayon taillé à côté d'elle, puis rentra dans la maison, laissant les deux filles sous un toit juste assez large pour un nouveau départ. Alors que le vent tournait, Reine sortit une autre feuille de papier et écrivit « J'ai toujours peur, mais avoir peur ne veut pas dire que j'ai tort. » Hazel garda ce papier et, quand la nuit tomba, elle le plaça sous son oreiller, à côté d'une barrette à cheveux cassés, la dernière chose qui restait de leur ancienne maison, non pas pour s'accrocher au passé, mais pour prouver que peu importe d'où l'on vient, tout le monde mérite un lendemain pour recommencer. Où êtes-vous en ce moment même, en lisant ceci? Dans une pièce calme, au milieu d'une foule. Qu'avez-vous ressenti lorsque Reine vous a demandé, « Pensez-vous que je mérite d'être ici ?» Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Car ce que vous ressentez maintenant est peut-être la lumière que quelqu'un d'autre attendait. La pluie nocturne s'était attardée, laissant la cour d'école inondée de flaques qui n'avaient pas eu le temps de sécher. Le mercredi matin commença par un silence familier dans la poitrine de Reine, non pas la paix, mais la fine enveloppe qui recouvrait quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Dans les longs couloirs de l'école élémentaire Riverbridge, des chaussures mouillées laissaient des traces de pas sur le sol. La cloche sonna. Dans la classe, Clarabelle lisait un conte de fées d'une voix posée mais chaleureuse. Clarabelle Dors, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel soigneusement attachés en arrière, portait toujours des pulls à manches longues et un sac en cuir usé. Elle n'était pas du genre à sourire souvent, mais son regard attirait toujours les enfants les plus silencieux de la classe. Pour Clarabelle, l'élève le plus inquiétant n'était pas celui qui réagissait. C'était celui qui ne posait jamais de questions. Pendant la récréation, Reine marchait dans le couloir, observant un groupe d'enfants plus âgés rassemblés au fond de la cour. Toby et Jess, deux noms que les plus jeunes murmuraient avec inquiétude, visaient un garçon plus jeune qui bégayait et avait une cicatrice sur la main gauche. Il essayait de protéger une bande dessinée alors qu'elle lui était arrachée des mains. « Donne-le » hurla Jess en tenant le livre au-dessus de sa tête. « Donne-le. »« Reviens » s'exclama le garçon, sa voix claquant comme du verre. Toby sourit. « Tu sais lire. » Comment les lettres te fuient-elles? Reine ne connaissait pas le garçon, mais elle connaissait ce sentiment, on n'avait pas le droit de garder quoi que ce soit pour soi. Sans réfléchir, elle s'avança. Sa voix n'était pas forte, mais ferme. Rends-le-lui. Toby se retourna et haussa un sourcil. Eh bien, regardez qui parle, la princesse sans château. Jess ne plaisantait pas. Il poussa Reine. Elle tomba lourdement, son genou raclant le béton humide, une vive brûlure, le sang remontant. Ses jambes n'avaient jamais été stables, et maintenant elle la soutenait à peine. De loin, Hazel voyait tout. Elle voulait crier, mais son corps se figea. Sa jambe blessée l'empêchait de courir. Une vieille peur la tenaillait comme des racines pourries. Avant que les garçons ne puissent faire plus, la voix de Clarabelle frappa comme la foudre en plein midi. Ça suffit. Elle s'approcha, sans se précipiter, mais avec une présence qui gelait l'air. Toby et Jess reculèrent. Clarabelle aida Reine à se relever, vérifia son genou, puis regarda la foule se rassembler comme dans une salle d'audience silencieuse. Aujourd'hui, tout le monde va écrire une dissertation, ce que j'ai vu quand quelqu'un a été victime d'intimidation. Personne n'a émis d'objection.
Il n'y avait pas lieu de débattre. Ren a été amenée à l'infirmerie. Hazel était déjà là, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Samira, l'infirmière de l'école, a délicatement désinfecté la plaie. Clarabelle sortit tranquillement, laissant les sœurs seules. « Tu as vraiment bien réussi, Ren, » dit Samira. « Hazel, peux-tu me passer le bandage ?» Hazel la remit rapidement et avec précision. Samira s'arrêta, étudia son visage, puis sourit. « Tu es très douée pour prendre soin des autres. » Hazel se figea légèrement, la main crispée. Un souvenir lui revint en mémoire, de vieux bandages, des bleus sur le dos de Ren, l'odeur âcre de l'alcool qui émanait de la chemise de Caleb. Personne ne lui avait appris à panser les blessures. Elle avait appris parce que personne d'autre ne voulait le faire. Hazel ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement, regarda le genou de Ren et posa doucement sa main sur le bandage. Pour la première fois, son contact n'était pas défensif. Ce n'était pas un tremblement, juste un effleurement, comme pour dire « je te vois. Je suis là ». Ce soir-là, Elias était assis à son bureau. Devant lui, un exemplaire de l'essai de Ren que Clarabelle lui avait envoyé avec un message. Quand quelqu'un est victime d'intimidation, les gens aiment dire « ce n'est pas mon problème ».